Mais je vais donc passer d'abord la parole à Pierre Marage. Pierre Marage est professeur émérite à l'ULB, docteur en sciences physiques. Ses recherches en physique portaient essentiellement sur la physique expérimentale de particules élémentaires, notamment au CERN. Professeur de physique donc, mais aussi professeur d'histoire et de philosophie des sciences, ancien doyen de la faculté des sciences, ancien vice-recteur de l'ULB. Il est donc bien placé pour nous parler en effet d'expertise scientifique et citoyenneté. Je vous en prie. Bon après-midi à tous. Après la jeune doctorante, le vieux prof, après la politiste, le physicien, mais ne vous en fouillez pas tous instantanément. Je ne parlerai pas spécifiquement de physique, mais plutôt de politique scientifique. Ça fait longtemps que je m'intéressais aux questions épistémologiques, et ces questions sont vraiment venues à l'avant-plan, bien entendu, et en particulier le rôle de l'expertise avec la crise sanitaire, la crise climatique aussi, mais de manière particulièrement aiguë avec la crise sanitaire, où on a vu se succéder les experts sur les podiums télévisés et les polémiques autour du rôle de l'expertise et de ses relations avec le politique. Donc, après la question des relations entre démocratie et travail, je voudrais aborder, mais par ce biais-là, la question de la relation entre science et démocratie. Alors, la science et la démocratie, comme vous savez, sont nées ensemble d'une certaine manière en Grèce, et c'est sans doute le débat démocratique sur l'agora qui a favorisé le raisonnement rationnel, qui a conduit au développement de la philosophie grecque et de la science grecque, dont nous sommes, pour une part, mais largement des héritiers. La science s'est construite, la science moderne cette fois-là, en rupture avec la science ancienne, s'est construite notamment autour des travaux de Galilée, et parmi les combats de Galilée, celui qui est essentiel, bien entendu, et qui a profondément forgé la pensée scientifique, c'est le combat pour la liberté de la recherche qu'il a mené contre l'oppression de l'Église catholique. C'est aussi la liberté de la recherche qui a gouverné l'extraordinaire développement de la science moderne autour de Newton, de la Royal Society, du débat libre qui s'est instauré au XVIIe et au XVIIIe siècle. Donc, science et liberté ont partie liées. Mais, bien sûr, la science a aussi partie liée avec les pouvoirs. Et les pouvoirs politiques, les pouvoirs militaires. Le géographe Claval, quand on lui demandait à quoi sert la géographie, il répondait à faire la guerre. La science a évidemment partie liée avec les pouvoirs économiques, depuis la révélation de l'extraordinaire puissance de la connaissance et du savoir, appréhendé déjà par Francis Bacon, mais formidablement développé au XVIIIe et au XIXe. La science est un outil d'innovation technologique appropriée par la bourgeoisie, et donc cette liaison est extrêmement importante et il ne faut jamais l'oublier. Il ne faut pas s'imaginer, quand on parle de science, que ça se déroule seulement ou principalement dans les universités ou les grands laboratoires publics, Institut Pasteur ou je sais. La majorité des chercheurs scientifiques aujourd'hui sont payés et travaillent dans les laboratoires privés. La masse de chercheurs dans l'industrie pharmaceutique, dans le big pharma, est incomparablement plus grande que ceux qui travaillent dans les universités. Donc la question de la science, quand on veut la prendre dans son ensemble, est évidemment une question où l'opposition entre public et privé est très importante. D'autant plus que la pression est constante sur la partie publique et libre de la recherche par les gouvernements, de façon à ce que cette recherche qui se mène dans les laboratoires publics soit en prise et en relation et liée à l'industrie et au pouvoir privé. Il y a une demande d'utilité de la recherche scientifique qui gouverne largement les attributions de subsides et qui influence profondément aussi
le développement de la recherche scientifique dans les institutions publiques et les plus indépendantes. Dans une période sur les grandes questions de société, comme la question climatique en particulier, ou la question de la pandémie dans laquelle nous avons vécu de manière très très intense depuis 2 ans, les gouvernements, bien entendu, cherchent et ont besoin de l'éclairage, de l'expertise scientifique. Et c'est la raison pour laquelle on a tellement parlé d'experts. Le rôle des experts, il est omniprésent dans cette société. Vous savez très bien que les grandes décisions qui sont prises, par exemple, au point de vue agronomique, au niveau de l'Union européenne, ces grandes décisions sont justifiées, appuyées, autorisées par des commissions scientifiques où règne un certain nombre d'experts. La première question qui se pose à propos de ces experts et ce qui est développé, dévoilé notamment par le journalisme d'investigation, c'est véritablement leur indépendance. La question de l'indépendance et du conflit d'intérêts entre les experts et les puissances, encore une fois qu'il s'agisse des puissances militaires ou des puissances économiques ou des puissances politiques, cette question-là est absolument centrale. Or, il y a bien entendu des mercenaires stipendiés qui sont démasqués plus ou moins dans la mesure où ils y arrivent par le journalisme d'investigation. Vous savez qu'il y a un certain nombre de gens payés par l'industrie tabagière pour affirmer les bienfaits du tabac, y compris les bienfaits du tabac pour lutter contre le Covid, si vous vous rappelez, je était présent dans les journaux il y a quelques mois. Je ne parle même pas de ces gens-là, parce que ce sont des choses trop évidentes, ce sont vraiment, comme je disais, des mercenaires stipendiés. Il y a une autre caste d'experts qui est particulièrement inquiétante parce qu'elle est, elle, à l'œuvre, notamment dans les comités qui gèrent, par exemple, la législation sur la chimie. Ce sont des experts qui sont autoproclamés, qui se cooptent entre eux, qui se nomment entre eux dans les mêmes comités internationaux qui sont supposés informer les gouvernements, qui généralement ne sont pas des scientifiques actifs, ce sont des gens qui ont pu l'être mais qui ne le sont plus, qui font carrière d'expertise, dont la carrière dépend précisément de leur conformité avec ce qu'on attend d'eux. Un certain nombre d'entre eux sont d'ailleurs, comme moi, des pensionnés. Ce sont des gens qui sont loin de l'activité scientifique productive et qui jouent un rôle dans l'ombre qui est particulièrement grave et inquiétant, je trouve, en particulier en ce qui concerne, comme je l'ai fait allusion, la chimie ou le domaine pharmaceutique. Il y a là un problème majeur. D'autant plus que, comme vous savez, un bon nombre de ces rapports pondus par ces experts, par cette caste qui tourne dans l'entre-soi, ces rapports ne sont pas publiés. On ne sait pas qui sont ces experts, on ne sait pas véritablement quels sont leurs liens éventuels avec les entreprises, et on ne connaît pas le détail de leurs rapports, parce que la sacro-sainte libre concurrence libre et non faussée, excuse tous les secrets, toutes les dissimulations. Et donc les rapports sont basés dans ces comités, très souvent sur les enquêtes, les résultats fournis par les industriels eux-mêmes, sans le minimum de mise en perspective critique par ces experts. Ce sont des choses qui sont particulièrement prégnantes, mais qui sont encore relativement évidentes. Ce sur quoi je voudrais attirer votre attention, c'est sur des aspects plus subtils et peut-être plus critiques encore en ce qui concerne les problèmes d'expertise. Vous savez que, comme vice-recteur à la recherche, j'étais bien placé pour le savoir, évidemment, que nous sommes poussés par les pouvoirs politiques au service des pouvoirs économiques à développer des liens étroits entre les laboratoires de recherche libres, typiquement les universités, les instituts nationaux, le FNRS, etc., et les entreprises.
Insidieusement, cela conduit bien entendu à une perte d'autonomie critique des scientifiques qui dirigent ces laboratoires. On n'est plus là dans cette caste d'experts autoproclamés qui ne sont pas des scientifiques actifs. Au contraire, on a affaire à des scientifiques généralement très actifs. Ceux qui recueillent les principaux subsides, ce sont ceux qui sont généralement les plus performants et les plus actifs. Le fait d'avoir ces liens entre les laboratoires de recherche et le financement privé est important parce que ça maintient effectivement les équipes de recherche au travail, parce que ça permet de valoriser des appareillages de pointe et donc ça a des aspects positifs, mais ça a bien entendu un aspect pervers particulièrement inquiétant, c'est la perte d'autonomie jusqu'à un certain point, plus ou moins accepté, des responsables de laboratoire en question, dans la mesure où il est difficile, délicat bien entendu, d'aller contre les intérêts de la recherche collaborative qui est financée de cette manière-là, directement ou principalement indirectement par le public, mais en termes de relations entre laboratoires publics et entreprises. Donc c'est clair que l'autonomie et la liberté de critique est oblitérée par ce type de relation. Une des manifestations particulièrement perverse mais qui est fortement poussée par les gouvernants, c'est la création de spin-off. Vous savez bien que les spin-offs, c'est la gloire des universités, Cornell, MIT, Cambridge, Oxford, et à côté de ça, des centaines d'universités qui mettent des ressources considérables à essayer de créer des entreprises supposées leur rapporter des profits mirobolants qui ne viennent jamais, parce que l'immense majorité des spin-offs sont évidemment des entreprises mort-nées. Mais celles qui ne sont pas mort-nées, rendez-vous bien compte que c'est un financement public qui va, à travers les laboratoires de recherche et à travers le soutien public à ces spin-offs créés par les universités et les laboratoires publics, qui va servir, si la recherche est positive et donne des produits intéressants, à la vente de ces spin-offs au profit, typiquement dans le domaine pharmaceutique, des big pharma, des grosses entreprises. Et donc c'est un financement, encore une fois, c'est un financement public qui court tous les risques et les profits iront proprement aux entreprises privées. Donc ces spin-offs qui sont tellement vantés par nos gouvernants, ça a probablement des aspects positifs dans un certain nombre de cas en termes de valorisation de la recherche et de rapprochement entre l'entreprise, l'industrie et les laboratoires de recherche, mais ça a aussi des effets pervers sur lesquels on n'insiste pas assez. Et puis il y a un autre aspect encore, plus indirect sans doute, mais sur lequel j'ai toujours essayé d'attirer l'attention notamment des étudiants en journalisme, quand ça m'est arrivé de leur faire quelques conférences. Il y a un effet moins évident qui est ce que j'appelle l'effet d'empathie. Ces relations entre chercheurs et chercheurs des laboratoires privés et entreprises font que, inévitablement, l'esprit critique s'émousse. Il ne s'agit pas de sacrifier la vérité aux intérêts économiques pour garder les subsides, non. Il s'agit du fait que quand vous travaillez avec des gens quotidiennement, que vous partagez les mêmes expériences, les mêmes espoirs, les mêmes enthousiasmes, inévitablement vous tendez à perdre l'esprit critique à leur égard. C'est une chose qui m'avait toujours frappé en tant que physicien de physique nucléaire, des hautes énergies, comme on dit, donc pas directement le domaine nucléaire, mais le domaine fondamental subnucléaire, c'est que beaucoup de mes collègues physiciens nucléaires, même des gens qui font de la recherche purement théorique, sans aucun rapport avec les applications, ont une sorte de tropisme positif à l'égard de l'énergie nucléaire, parce qu'ils fréquentent ces gens-là, parce qu'ils les considèrent comme sérieux, parce qu'ils partagent un même paradigme et qu'ils vivent dans l'état d'esprit selon lequel, oui, c'est vrai, il y a des problèmes, bien sûr, la gestion des déchets, mais on finira par trouver des solutions. Donc, cette espèce d'esprit d'empathie, de vie commune fait que l'esprit critique s'émousse dans beaucoup de cas. Donc, la question
l'indépendance est bien plus que le fait de ne pas être payé directement ou indirectement par l'entreprise, c'est aussi de vérifier qu'on est véritablement soit dans les conditions d'une indépendance de pensée. Ce qui me semble essentiel face aux controverses scientifiques, je pourrais vous donner de nombreux exemples à travers l'histoire des sciences, c'est d'identifier, bien sûr il faut identifier si les gens sont vendus, payés, etc., mais c'est aussi d'essayer d'identifier intellectuellement d'où parlent les spécialistes des différentes disciplines sur une même question. Un exemple, l'histoire de l'atomisme qui a duré durant tout le 19e siècle, qui a déchiré les chimistes et les physiciens pour ou contre l'atomisme. Vous voyez que les collectivités qui prennent parti pour ou contre l'existence des atomes, c'est essentiellement lié à leur pratique professionnelle. Il y a des chimistes qui n'ont pas besoin des atomes, qui font de la chimie quantitative, qui font de la thermodynamique chimique, qui n'ont pas besoin d'imaginer qu'il existe des atomes. Et puis vous en avez d'autres. Pasteur, par exemple, qui sont amenés par leur recherche, dans le cas de Pasteur, c'est sur les effets de sucre qui ont la même composition chimique, mais qui sont, en fait, comme nous le voyons maintenant, avec des dispositions d'atomes comme la main gauche et la main droite. Ces gens-là sont amenés par leur pratique à visualiser la molécule comme un ensemble d'atomes dans l'espace. Et donc ces gens-là sont spontanément atomistes. Je ne sais pas si l'exemple est clair, mais c'est pour montrer que selon que vous avez une pratique qui requiert ou qui ne requiert pas un certain concept, vous allez jeter un regard différent sur les polémiques scientifiques. Il y a d'innombrables exemples, la tectonique des plaques, etc. Enfin, il y a beaucoup d'autres exemples du même genre. Donc, savoir d'où parlent les scientifiques, c'est très important pour comprendre pourquoi ils prennent telle ou telle position. J'avais un collègue qui était un homme parfaitement honnête, absolument délicieux, qui ne croyait pas au réchauffement climatique, c'était il y a 20 ou 30 ans, les choses étaient moins claires que maintenant, parce qu'il était spécialiste des échanges entre l'atmosphère et les océans, et que dans son domaine, il n'apparaissait pas que le réchauffement climatique pouvait rendre compte des phénomènes que lui observait. Donc, il parlait d'un lieu qui ne lui permettait pas de jeter le même regard que celui que jetait un autre de nos collègues qui, lui, était zoologiste et étudiait l'évolution des bancs de coraux. Donc, d'où parlent les gens, c'est très, très important. Ce n'est pas une simple question de mauvaise foi, ce n'est pas une question simplement d'empathie, c'est aussi une question de la pratique professionnelle. Quand vous entendez des scientifiques qui prennent des points de vue différents dans le cadre d'une controverse, demandez-vous chaque fois quelle est la pratique professionnelle de chacun d'entre eux. Cela vous éclairera profondément sur la confiance que vous pouvez lui apporter, non pas sur sa spécialité à lui, mais sur ses points de vue généraux. Voilà, j'en viens peut-être à résumer ce qui me semble un certain nombre de choses importante en ce qui concerne la pratique de l'expertise scientifique. D'abord, et c'est absolument fondamental, c'est la question de la transparence, de la constitution des comités d'experts. Il faut absolument avoir une expertise indépendante, se soucier de la compétence, qu'on cesse de fonctionner avec ces comités typiquement que l'on voit au niveau européen qui fonctionnent entre des gens qui ne font que de l'expertise mais qui n'ont plus de pratique de la science, leurs compétences, leurs liens, leur passé professionnel, le renouvellement de ces comités plutôt que le fonctionnement de castes d'expertise. Ça me semble un élément tout à fait essentiel sur lequel on n'est pas suffisamment attentif et sur lequel, me semble-t-il, nous devrions interpeller les gouvernants. Qui mettez-vous dans votre comité d'experts? Pourquoi? Comment sont-ils choisis? Quel est leur passé? Quel renouvellement est-ce que vous organisez parmi eux de façon à briser les routines et à oser avoir des points de vue différents? Ça me semble une chose absolument essentielle. Il y a un autre point qui me semble important et que je voulais mettre en lumière à ce niveau-ci,
c'est la présence de femmes dans les comités d'experts. Vous savez à quel point les biais peuvent être provoqués par l'absence de femmes. Vous savez très bien pourquoi les ceintures de sécurité brisent. Enfin, ma femme se plaint sans cesse de la ceinture de sécurité. Ces ceintures de sécurité ont été conçues pour des militaires hommes de l'armée américaine. Ce n'est pas étonnant que ce ne soit pas favorable aux femmes enceintes. Hein. Il y a comme ça, vous savez très bien que on est branché, tout le monde d'entre nous sait qu'un infarctus du myocarde, ça se manifeste par des douleurs dans le bras gauche. Oui, mais sauf pour les femmes. Et donc, beaucoup de femmes souffrent d'infarctus non décelé parce que l'information qui circule est une information qui est genrée. Donc, la présence de femmes dans les comités scientifiques et dans les comités de promotion est quelque chose d'absolument essentiel. Pardon. J'ai une grande gueule, mais pas suffisante apparemment. Voilà. Donc, troisième point qui me semble vraiment important dans la question que nous discutons, c'est la question du rôle des experts et des scientifiques à l'égard des citoyens. Alors, le rôle des experts n'est pas de conseiller les gouvernants, il est d'informer, il est de poser les enjeux, et de poser les enjeux devant les gouvernants et devant les citoyens. Pas seulement les gouvernants qui, n'est-ce pas, eux savent ce qui est bon pour nous tous et pour l'ensemble de la société, mais de poser les enjeux aussi devant l'ensemble des citoyens. Donc on touche là bien sûr à la question de la démocratie. Alors, comprenez-moi bien, mon idée n'est évidemment pas en tant que scientifique professionnel retraité, d'accord, mais de dire que ce sont les citoyens qui doivent trancher dans les débats scientifiques. Non, la science s'est construite en élaborant des procédures pour assurer sa fiabilité. C'est le jugement par les pairs, c'est le retour à l'expérience et à l'observation. Donc les citoyens n'ont pas à juger, à trancher ce qui est vrai ou ce qui n'est pas vrai dans le domaine scientifique. Mais les citoyens doivent trancher dans les enjeux de société impliqués par les choix scientifiques. Et le rôle des scientifiques et des experts, c'est de mettre les enjeux devant les citoyens et les gouvernants, tant que les citoyens ne prennent pas leur sort en main et avec qui les délèguent le gouvernant, devant les gouvernants, pour que ceux-ci puissent faire les choix éclairés du point de vue scientifique et les choix responsables pour l'ensemble de la société. Je pense que ce rôle d'information des scientifiques, de vulgarisation, c'est un rôle que les scientifiques en général assument, prennent très au sérieux et font avec enthousiasme. C'est un rôle démocratique qui est tout à fait essentiel et évident. Comme doyen de la faculté des sciences, je prônais le fait qu'il était bon de faire connaître la chimie dans les écoles, mais ça n'a jamais été pour attirer des chimistes ou des étudiants dans la section de chimie pour mettre des chimistes dans l'industrie chimique. C'était d'abord pour que l'ensemble des jeunes et l'ensemble des citoyens soient conscients des enjeux liés à la chimie moderne et à l'industrie chimique. Alors, pour que les citoyens aient accès à ces échanges scientifiques et aient accès à cette vulgarisation qui leur est offerte, faut-il qu'ils aient une formation scientifique? Je ne suis pas de ceux qui disent seuls ceux qui ont une formation scientifique sont habilités à trancher dans les enjeux de société qui ont une dimension scientifique. Non, je ne suis pas favorable au suffrage capacitaire. Je pense que tous les citoyens ont le droit, en tant que citoyens, en tant qu'êtres humains, de participer sur pied d'égalité dans les choix. Par contre, ce qui me semble évident, c'est que le fait d'avoir une certaine formation, une certaine familiarité avec les sciences est un instrument démocratique parce qu'il permet d'oser interpeller les experts, oser poser les questions. Si vous vous sentez inculte dans un domaine,
vous aurez beaucoup de mal à oser interpeller. Or, ce rôle de citoyen, qui est celui d'interpeller, a donc besoin, me semble-t-il, ou est favorisé par une certaine familiarité avec les sciences, avec les grands résultats des sciences de nos jours, du monde qui nous entoure. Il me semble qu'il vaut mieux savoir que la Terre tourne autour du Soleil que le contraire. Ça n'est pas indispensable, mais c'est quand même mieux pour faciliter le débat. Donc, il y a non seulement la familiarité avec les grands résultats scientifiques, mais aussi, alors là, c'est vraiment une question de culture qui me semble avoir été extraordinairement bien illustrée par ce qu'on a vécu avec la crise du coronavirus, c'est une familiarité avec les méthodes basiques de la science. C'est, d'après le témoignage de ceux les scientifiques qui ont fréquenté le gouvernement, l'inculture crasse scientifique d'un certain nombre de responsables, de ministres, fait que le débat était extrêmement difficile, semble-t-il, entre scientifiques et politiques, parce que les politiques ne comprenaient pas de quoi on leur parlait. La confusion qu'il y a entre causalité et corrélation, un effet, la cause d'un autre effet, ou est-ce que les deux sont corrélés parce qu'ils proviennent d'un troisième effet qui est commun, c'est pas la même chose. Cette confusion entre causalité et corrélation, elle est généralisée. L'ignorance des méthodes basiques en ce qui concerne par exemple la technologie médicale, les études en double aveugle, où le patient ne sait pas si on lui a administré un médicament ou un placebo, mais le médecin ne doit pas le savoir non plus. C'est vraiment la base du début, du commencement de la culture en ce qui concerne ce domaine. Eh bien, on voit bien que même le président Macron n'avait pas compris, parce que son soutien à Didier Raoult était d'une naïveté extraordinaire. Raoult ne procédait absolument pas de cette manière-là, et malgré tout, les politiques lui rendaient visite et le président Macron lui rendait visite. Donc, l'inculture scientifique, me semble-t-il, à ce niveau-là, est vraiment désastreuse. Je ne parle pas des aspects mathématiques, la confusion entre augmentation rapide, ça augmente rapidement, mais ça, c'est exponentiel. C'est pas la même chose. On double tous les 3 jours, et puis ça fait 4, et puis 8, 16. Bon, c'est pas la même chose, toute l'augmentation très rapide. Or, il y a une confusion à ce niveau-là qui est tout à fait généralisée, et aussi une méconnaissance très très grande sur les concepts les plus simples de statistiques et de probabilité. Le fait que c'est pas parce que vous avez tiré 10 fois un pile au jeu de pile ou face, que la 11e fois vous aurez une probabilité différente de tirer pile ou de tirer face. Or, ce sont des trucs de base qui sont omniprésents. Ce que je crains malheureusement, c'est dans l'enseignement secondaire. J'ai une petite fille qui est en 3e secondaire maintenant, et ça commence à devenir d'un matin un tout petit peu plus sérieuse. Eh bien, ça devient vite compliqué, alors que les principes sous-jacents me semblent assez simples, mais ne sont pas nécessairement connus. Donc, cette connaissance, cette familiarité de base avec la science, et notamment les grandes méthodes statistiques, scientifiques et notamment statistiques, me semble importante. 5e élément, et ça on a complètement raté le coche, enfin Marie-Gilbert le dit très très bien, on a eu l'occasion avec le coronavirus d'expliquer aux gens comment fonctionne la science. Et on a complètement loupé cette occasion. On a déploré, donc les politiques ont commencé par se réfugier derrière l'avis des scientifiques. Les scientifiques étaient l'autorité absolue, et on s'en remettait totalement en eux. Je pense qu'il y a eu un premier moment de stupéfaction, ils n'étaient pas préparés, ils ne savaient pas comment réagir, mais dans un deuxième temps, ils ont véritablement utilisé l'argumentaire scientifique pour imposer leur vue, et voilà, les scientifiques ont servi d'argument d'autorité. Mais ce qui m'afflige particulièrement, et là où on a particulièrement raté l'occasion, c'est tous les débats
qui a été fortement répercuté par les médias notamment, sur « oui, mais les scientifiques ne sont pas d'accord entre eux ». Mais les scientifiques ne doivent pas être d'accord entre eux sur les questions qui ne sont pas tranchées. Heureusement qu'ils ne sont pas d'accord entre eux, parce que c'est du choc des idées que naît la lumière, quand même, grand Dieu. C'est précisément du fait que des scientifiques qui ont des pratiques différentes, des passés différents, des tempéraments différents, échangent des opinions contradictoires, que progressivement va se construire le consensus scientifique. Et cette leçon-là, on a complètement échoué, me semble-t-il, à la diffuser dans le public, alors que c'était vraiment une occasion rêvée et que malheureusement, je suis convaincu que les choses vont se représenter devant nous. Et donc cette occasion d'éducation qu'on a eue, nous allons payer le prix parce qu'on va refaire inévitablement le même type d'erreur. Et ça mène finalement par l'utilisation qui a été faite, en particulier dans ce cas-là, de l'avis d'autorité des scientifiques, à ce qu'on connaît bien maintenant, c'est le science bashing. Hein. On a les scientifiques font de fait partie de l'élite, d'une élite dans notre société, qu'on le veuille ou pas, et le rejet de l'élite, des élites, largement justifié, me semble-t-il, par tout ce qui nous arrive, fait que les scientifiques eux-mêmes en ont souffert. Il y a une chose qui différencie, qui caractérise fondamentalement la démarche scientifique, c'est l'appui sur les faits. La science est une activité qui cherche à mettre la cohérence dans le monde qui nous entoure, l'intelligibilité cohérente, mais basée sur les faits. Les sectes aussi sont cohérentes. Le discours des sectes est également cohérent. Le discours complotiste est un discours cohérent, mais c'est un discours qui ne se joue que dans le mental. Le discours scientifique, même si c'est à travers des procédures complexes, compliquées, des polémiques, des controverses, mais le discours scientifique, en dernier ressort, se réfère à quelque chose qui est extérieur à la communauté scientifique, qui est la nature, qui est la société dans le cas des sciences humaines et sociales. Et cette référence externe, elle est absolument essentielle. Elle est caractéristique de la science. Et donc, dans le science bashing, la réponse doit être, me semble-t-il, ce sont les faits qui priment. Un fait vaut plus qu'un lord maire, comme on dit. Et donc, le rôle des scientifiques, me semble-t-il, et je conclue là-bas, pratiquement 5 bonnes minutes d'avance, le rôle des scientifiques, me semble-t-il, c'est de jouer dans la cité le rôle démocratique en présentant devant les citoyens les enjeux entre lesquels ils puissent choisir. On ne demande pas aux citoyens de choisir entre les points de vue scientifiques, mais de choisir entre les enjeux sociaux, les risques, les défis, de façon à ce que les décisions les plus justes et les plus respectueuses de l'intérêt collectif puissent être prises par ceux qui doivent les prendre, c'est-à-dire les citoyens eux-mêmes. Voilà, je vous remercie. Merci Pierre Marrage pour cette analyse des relations entre science et pouvoir, entre expertise et citoyenneté. Comme vous l'avez bien dit, il faut défendre les bonnes pratiques scientifiques, les expertises honnêtes, et finalement, c'est science et démocratie qui doivent être liées. Et c'est là, en effet, le rôle aussi de la vulgarisation scientifique et de l'éducation aux sciences qui est fondamental.